Je disais, j'ai tant de mots à écrire tous les jours et je commençais toujours par un post-it. C'est que la romance a une plus grosse force de frappe en fait. Il y a beaucoup plus de lecteurs de romance. Mec, tu prends tellement de risques en fait à toucher un peu à la sexualité d'une femme écrite par un homme. Écrire de la romance quand on est un homme? Et oui, c'est le sujet de l'épisode du jour, mais pas que. Je reçois Axel Witzke, qui écrit également des romans fantasy dans un univers japonisant, inspiré de sa vie au Japon et de sa volonté de transmettre la culture japonaise. Donc on parle de comment il s'est mis à l'écriture, de comment il a écrit ces romans-là, et aussi de récemment sa bifurcation vers la romance et comment on écrit de la romance quand on est un homme. Je te souhaite une très bonne écoute. Je m'appelle Axel Witzke. J'habite en France en ce moment et j'ai habité pendant 7 ans au Japon. Ça m'a beaucoup influencé. Et aujourd'hui, je suis auteur de romans de fantasy et de romances, souvent japonisants. T'écris depuis quand? J'écris depuis, je dirais, 2017. C'est un peu flou parce que c'est pas exactement par rapport aux dates que je me réfère. C'est par rapport au Japon. Quand je suis reparti au Japon, à un moment, je me suis dit, bon, je ne sais pas si je pourrais rester là-bas, combien de temps je pourrais rester à cause des visas. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose qui soit important dans ma vie. Même si je repars, au moins, j'aurais fait cette année quelque chose dont je pourrais être fier. Et c'est là où je me suis dit, tiens, je vais écrire un bouquin quand j'étais gamin. Eh ben, j'ai qu'à me mettre à écrire. Donc, je me souviens que quand je suis retourné au Japon, en fait, c'était bien avant 2017. Je pense que c'était peut-être vers 2014 où j'ai commencé à écrire. J'étais pas aussi assidu qu'aujourd'hui. J'ai commencé à écrire et j'ai fait une grosse pause et je me souviens que j'ai mis environ 3 ans pour écrire un premier roman que j'ai jamais publié. Quand je l'ai terminé en peaufinant 3 ans avec des interruptions, c'était en 2020. Et c'est en 2020 où j'ai écrit mon premier roman que j'ai publié, donc L'éveil de Mononoke. Mais par contre, du coup, celui que tu as publié, c'était ton troisième ou deuxième? En tout, c'était le deuxième roman, le premier que j'ai publié. Alors, si on compte pas en fait la nouvelle que j'ai fait pour un recueil de nouvelles, c'est le premier roman que j'ai publié, L'éveil de Mononoke, et lui, je l'ai publié durant l'été 2020. Je me souviens très bien parce que c'est quand je suis rentré en France. On se rappelle de 2020. C'est ça. Je l'ai écrit durant l'année 2020 en préparant mon retour en France. Donc j'ai écrit au Japon. Je suis rentré, je l'ai finalisé, je l'ai publié durant le mois suivant, en août. Et ça t'a pris combien de temps en tout? C'est écrire, réécrire et publier? Alors c'est super intéressant dans le sens où mon premier livre que je n'ai pas publié, qui est une fantaisie sur les mythologies grecques, j'ai écrit de façon discontinue pendant 3 ans. Et L'éveil des Mononoke, je l'ai écrit en un mois. Donc il y a vraiment une différence drastique parce que à ce moment-là, en fait, je me suis dit, je veux rentrer en France pour devenir auteur. Donc là, il y avait une motivation qui était totalement différente. Je me suis dit que si je voulais devenir auteur, donc artiste, que c'était mon métier, il fallait que je me donne les moyens. Il fallait que je réfléchisse à ma passion comme un métier, de façon en tout cas professionnelle. Donc, je me suis astreint à un certain rythme et finalement, ça va vite en fait. Quand on écrit beaucoup, quand on écrit tous les jours, j'ai mis un mois pour l'écrire. J'ai mis 2 semaines à corriger, à relire. J'avais pas encore de bêta lecteur à l'époque. Enfin, j'avais ma famille, j'ai pris des bêta lecteurs effectivement, pas peut-être aussi qualifiés qu'aujourd'hui, mais je pense qu'ils étaient 2 ou 3, je me souviens plus exactement. Ça m'a pris un mois et demi globalement, allez peut-être, je dirais 2 mois parce que quelques mois plus tard, je l'ai repris pendant 2 semaines. Et ça m'a pris quelques temps pour faire ma première page Amazon, etc. Je connaissais pas du tout tous les formulaires, etc. Ça m'a pris un petit peu de temps. Est-ce que tu t'es tout de suite dit que t'allais l'auto-publier? Au début, en fait, j'étais 100% sûr qu'il fallait publier en maison d'édition, quoi. Je veux dire, c'est normal. Quand j'écrivais mon premier roman, je me suis dit maison d'édition. Et en fait, avant d'arriver en France, petit à petit, je me suis dit, non, en fait, ça ne me convient pas du tout. Je suis beaucoup plus auteur auto-édité parce que j'avais un rythme d'écriture finalement qui avait augmenté drastiquement. J'arrivais en fait, j'avais plusieurs casquettes. J'arrive à mettre en page, on va dire de façon relativement clean. Je dessine mes propres couvertures. Je sais faire du marketing. Je travaille dans le marketing aussi durant un temps. Je savais faire plusieurs choses pour vendre un livre et pour le mettre en forme. Je me suis dit peut-être que ce serait plus intéressant de me lancer dans l'auto-édition
Et je pense que le gros déclic, le vraiment gros déclic, ça a été le pourcentage qui revient à l'auteur. Franchement, quand j'ai compris ça, je me suis dit, avec le premier livre, je me suis dit, je l'ai écrit pendant 3 ans et je vais gagner genre 7% par exemple. Je fais, mais c'est absolument pas rentable. Et j'ai vu combien on pouvait espérer gagner un pourcentage avec Amazon. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est peut-être plus intéressant de bosser avec Amazon. Je rajouterais que c'est peut-être aussi le fait, t'as écrit un roman, c'est un peu ton bébé, ton précieux. Et j'étais intéressé de voir jusqu'où je pouvais porter ces romans, ces histoires par moi-même. Peut-être qu'aujourd'hui, je réfléchirais à me faire publier dans une maison d'édition, mais je pense que même aujourd'hui, je pense que je préférerais être auteur hybride. Si c'est possible, c'est vraiment ce qui m'intéresserait le plus. C'est la liberté, en fait, l'auto-édition. Bah c'est ça, c'est la liberté de décider. Puis tu te débrouilles déjà dans plein de domaines, même les couvertures, je savais pas. C'est énorme en fait, parce que je trouve que dans ce cas-là, l'auto-édition est d'autant plus adaptée, quoi. Que effectivement, quelqu'un qui a vraiment besoin d'un coup de main pour plein des pans de l'auto-édition, là, ça commence à être compliqué. Tu te retrouves avec vraiment beaucoup à investir du coup à la publication, par exemple. Je suis d'accord. Et puis moi, peut-être comme beaucoup de personnes, je connaissais rien au monde de l'édition. Je connaissais aucun auteur, aucun éditeur. J'étais un peu paumé, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de personnes qui en parlaient grâce à Instagram aussi. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai envoyé pas mal d'emails. En fait, je pense que c'est un milieu un petit peu obscur, l'édition, le travail d'écrivain, parce qu'on voit pas vraiment le travail. Avant de devenir auto-édité, je connaissais pas l'auto-édition. Ouais, c'était peu visible, hein, même. Bon, aujourd'hui un peu plus peut-être, mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais. Et puis c'est comme tu dis, c'était très obscur. On savait pas du tout comment ça marchait. Aujourd'hui, je trouve que t'as beaucoup plus de coulisses qui se dévoilent et d'auteurs qui parlent de ça et quoique. Ouais, mais je me demande si est-ce que finalement, parce qu'on se pose la question et qu'on cherche et qu'on connaît maintenant, c'est pas si compliqué quand on a les portes d'entrée, mais quand on sait même pas enfin le mot auto-édition, ça m'était, personne m'en avait parlé en fait. Et honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de libraires, beaucoup de personnes parlent en mal d'Amazon pour différentes raisons, certaines justifiées. Mais dans mon cas précis, Amazon, franchement, heureusement qu'Amazon est là pour permettre l'auto-édition d'une façon aussi simple et la distribution d'une façon aussi aisée. Il y a pas de stock. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait que les stocks sont faits sur demande et qu'il n'y a pas de stock en fait qui attendent que je dois acheter, quoi. Ça, c'est vraiment une facilité pour l'auteur. C'est une facilité pour l'auteur, puis c'est un petit peu plus responsable que l'édition classique avec ces milliers de bouquins qui sont détruits chaque année. Ah, ça, c'est vrai. Ça aussi, franchement, qui le sait, quoi. Faut vraiment avoir été auteur, envoyer des livres, les transporter pour voir qu'en fait, ils s'abîment sans rien faire, quoi. Ouais, ouais, c'est horrible ça par contre. Et je suis totalement d'accord, mais c'est vrai que quand les lecteurs viennent chercher un livre, bah, c'est comme des fruits, quoi. Ils regardent celui qu'ils veulent. Alors que c'est tous les mêmes, mais non, lui, il est un petit peu comme ça. Oui, ouais, je comprends, je comprends. Moi aussi, je veux le plus beau, quoi. Bah ouais, et puis en plus, s'ils viennent et qu'ils te voient toi, c'est qu'ils viennent pour une dédicace à un moment. Du coup, forcément, si ton livre, il y a une petite pliure ou quoi, c'est fichu, quoi. S'il y a une petite pliure, je fais encore une plus belle dédicace. Voilà. Trop bien. Et donc, du coup, ce roman-là, L'éveil des Mononoke, donc tu nous as dit qu'il était né en 2020. Et il vient d'où? Parce que, effectivement, t'as vécu au Japon, je suppose que c'est ton inspiration principale, mais t'aurais pu écrire tout un tas de romans, on va dire, sur le Japon. Et t'as écrit celui-là, quoi. Alors, je suis fan de mythologie, de mythes, de contes et légendes. Donc, le premier livre que j'ai écrit, c'était la mythologie grecque. J'adore ça. Mais j'adore aussi la mythologie japonaise. Il y a un livre qui s'appelle le Kojiki, qui est, on va dire, la Bible japonaise. Donc, on va dire la Bible Shinto. Il y a le shintoïsme qui est une religion japonaise. Donc, c'est la Bible Shinto. Et comme la Bible, il y a très peu de personnes qui l'ont déjà lu. Franchement, c'est super compliqué à lire. C'est vraiment, c'est pas digeste. Un exemple, c'est simplement le nom des personnages qui peut faire 20 mots facilement, avec des petits traits d'union, quoi. C'est et des généalogies sur, honnêtement, sur 4 pages, un peu comme la Bible, quoi. Et je me suis dit, il y a des histoires qui sont extraordinaires. Donc, c'est la genèse du monde, du Japon, avec les kami, la création du monde, une cosmogonie, une théogonie. C'est incroyable tout ce qui se passe, c'est vraiment épique. Et je me dis, mais personne ne va le lire. Qui connaît ça en France? Et c'est dommage parce que c'est très intéressant. Moi, en ayant vécu au Japon, en adorant cette culture, cette langue et cette histoire,
je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas intéressant, sachant que je rentre en France, j'écris en français, de partager ma passion avec des lecteurs français. Et donc, je vais essayer de faire découvrir le Kojiki, de faire une sorte de d'initiation au Kojiki, à la mythologie japonaise, de façon ludique, dynamique. Et j'avais en tête le mot sans filtre. Il fallait que la lecture elle soit fluide et directe, qu'il n'y ait pas de filtre un peu présomptueux, que ce soit simple en fait le vocabulaire, pour que tout le monde puisse en fait découvrir cette histoire du Kojiki. Donc je l'ai revisité dans un genre urban fantasy, dans un monde moderne, contemporain, où un humain comme nous se retrouve propulsé, on va dire, dans le monde des Mononoke. Et donc avec lui qui découvre, on va découvrir toutes ces péripéties principales de Kojiki. Et en plus, j'ai mis des notes, du lexique, etc. pour aller plus loin sur la véritable histoire. Ah, c'est génial comme intention parce que ça donne plein d'idées. Et effectivement, ouais, c'est marrant parce que du coup, le fait que t'avais essayé d'autres mythologies, enfin, je trouve ça assez drôle. Je pensais vraiment au début que c'était vraiment lié, à la culture japonaise uniquement, mais en fait, c'est juste global, c'est mythologique, quoi. Exactement, oui. Mais d'ailleurs, je vais pas trop dire, mais le premier livre que j'ai écrit, je le trouve vraiment trop bien. Pourquoi je l'ai pas publié, entre autres, c'est parce que je pense que c'est assez étonnant, mais j'ai l'impression que c'est peut-être mon meilleur livre. Ça fait plaisir que t'entendes Et, que d'autres ont cette mais je me dis, pression-là j'ai aussi. peut-être pas encore la force de frappe qui valoriserait en fait l'écrit. Donc j'attends un petit peu. Et deuxième raison que j'ai découvert plus tard, c'est que j'ai tellement de pression quand les gens me réclament la suite, Il y avait ça plein de me trucs décidément. bloque. Et comme c'est pas un seul tome, je veux absolument pas le sortir avant d'avoir écrit au moins un deuxième tome. Je te comprends très bien. C'est pas évident quand même. Et ça, justement, c'est un truc un peu plus, qui impacte peut-être plus les auteurs indépendants où du coup on gère un peu le planning qu'on veut et on sort un peu la suite quand on veut. Mais du coup, les lecteurs le savent très bien. Mais du coup, la suite là, c'est quand? Et toi, tu te dis oui. Alors, j'avais quand même dit que ça serait à tel moment. Laissez-moi le temps. Et en même temps, bon, ça fait plaisir aussi. Mais en même temps, on se met un peu la pression, je pense. Enfin. Non, c'est totalement juste. Est-ce que tu as préparé ce roman-là, L'éveil des Mononoke? Tu nous as dit que tu l'as écrit très vite, mais est-ce que direct c'est parti en premier jet ou tu as fait une préparation? Alors moi, j'ai une formation d'architecte, alors à tout monde. Ouais, non, j'ai un parcours très atypique. Donc je suis architecte et clairement ça me convient parfaitement d'être auteur architecte. Donc comment ça s'est passé en fait, d'avoir travaillé sur mon premier roman, ça m'a donné beaucoup de clés. Et en fait, c'est pour ça, hein, c'est pas parce que j'écris vite, j'écris pas très vite hein, d'ailleurs. J'écris plutôt longtemps, c'est gênant. Mais c'est d'avoir eu la méthode sur longtemps qui m'a aidé à écrire vite finalement mon deuxième roman parce que je savais parfaitement quoi faire. J'ai commencé à faire une sorte de world building, ce qui était assez facile parce que c'était sur la base du Kojiki, c'est la base une mythologie, une culture que je connaissais très bien parce que j'ai habité pendant 7 ans au Japon, donc je connaissais ça très bien. Ça aide vraiment beaucoup en fait d'écrire sur quelque chose qu'on connaît parce qu'on a vraiment moins de recherches à faire. Et les recherches sont très chronophages, les auteurs le savent très bien, on commence un truc et on part sur je ne sais combien d'autres choses. Donc ça, j'ai moins besoin de le faire parce que j'étais déjà très documenté. Et ensuite, en fait, je travaille toujours, on va dire, de la même manière, plus ou moins. En tout cas, pour celui-ci, j'avais commencé sur la base des bases, j'ai utilisé le voyage du héros. Plusieurs étapes assez classiques d'un roman. Là, je l'ai utilisé de façon pure, on va dire, il me semble en tout cas, parce que ça fait quelques années maintenant. Et aujourd'hui, j'ai une base en fait que j'ai personnalisée. Quoi. Je travaille avec des post-it pour chaque étape que le lecteur ne voit pas, mais moi qui me servent à structurer en fait mon histoire. Et aujourd'hui, j'ai rajouté quelques étapes que personnellement je trouve qui sont intéressantes et j'ai changé certains ordres. Mais globalement, j'ai une structure, un squelette qui est basique pour toutes mes histoires, en tout cas pour le type de fantasy ou urban fantasy. Et après, selon les histoires, selon mes envies, je vais un peu le modifier, mais globalement, c'est le même squelette. Et là, j'avais un squelette, je savais exactement où ça commençait, je savais où ça finissait. Je connaissais en fait mes thématiques. Je voulais parler de la quête d'identité, je voulais parler d'écologie. Je voulais aussi inspirer et puis encourager en fait. Et le dernier truc, je voulais apprendre. Enfin, ouais, je voulais transmettre en fait en tout cas. Donc j'avais les thèmes, j'avais les péripéties et bah, à partir de ce moment-là, je me disais j'ai tant de mots à écrire tous les jours et je commençais toujours par un post-it.
où en général c'est un post-it, c'est un chapitre. Et avec des petits slash, j'écrivais un mot, slash, un autre mot. C'était un peu des scènes que je voyais dans ma tête. Ça devait tenir sur un post-it. Voilà, fallait pas que j'aille trop loin. Et donc j'avais ce post-it avec toutes les scènes du chapitre. Et ça me prenait peut-être une demi-heure globalement avant de me lancer. J'étais devant mon PC, mais j'écrivais sur le post-it. Et là, je fais, OK, j'ai toutes les scènes dans ma tête. On va passer par là, il va à la porte, il va avoir une discussion, après ils vont s'enfuir, ou je ne sais pas. Et je mettais le post-it à côté de mon PC. Et là, je me lançais. J'avais un petit timer et tac, 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 tac. Et moi, je travaille pas exactement par temps, mais je travaille par mots, en fait. Donc, c'est assez facile, c'est quasiment tout le temps pareil. J'écris 5 000 mots. Voilà. Je vais écrire 5 000 mots. Et je pouvais dépasser, ça c'est OK, mais je ne vais pas m'arrêter avant de finir, quoi. C'est intéressant, je trouve, parce que chacun a sa méthode, mais la tienne, elle est très, très cadrée, je trouve, c'est rigolo. Alors, dans ton cas, parce que j'aime pas trop quand les gens disent architecte et jardinier, en vrai, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, dans ton cas, ça passe très bien quand même, parce que ça colle à ton profil et tout. Là, vraiment, j'ai rien à dire, voilà. Mais en vrai, je trouve ça intéressant parce que chacun a un peu sa méthode aussi. Et tu vois, on voit souvent les post-it en version, comment faire un plan et mélanger les post-it. Mais toi, c'est rigolo que du coup, toi, tu t'en serves parce que c'est petit. Et du coup, ça te permet d'être synthétique sur ce que tu vas écrire, quoi, au final. J'écris de plus en plus petit à la fin, mais tu sais que faut aller droit au but. Ah, c'est cool. Et du coup, ouais, c'est ta base et t'es obligé d'écrire tes 5000 mots sur cette base-là. C'est ça, ouais, globalement. Après, disons que j'ai entendu dire qu'on est tellement nourri, notre génération, de vidéos, que, en fait, pour moi, par exemple, je pense que pour beaucoup d'autres personnes, c'est assez facile de se représenter des choses comme un film. Donc, avec une mise en scène. En tout cas, moi, j'arrive à avoir des mises en scène dans ma tête. Et je vois le film du chapitre défiler. En général, quand j'écris, je suis tellement dans mon histoire que je rêve mon histoire. Et je rêve quasiment, c'est un travail, je rêve le chapitre suivant la nuit précédente. Donc, en plus, je sais bien ce que je vais écrire. Et quand j'ai le post-it, je refais ce chapitre, je refais dérouler en fait toute la scène que j'ai en tête. Parce que vu que j'ai le squelette, je sais quel est le point A et jusqu'au point Z. Donc, je sais comment y arriver. Et des fois, je me dis, ah, tiens, je pourrais peut-être changer, mais on ne sait pas. Et quand j'écris, je me dis, je pourrais même changer un petit peu, mais pour arriver au slash suivant tout de même. Voilà. Donc, c'est assez cadré, quoi, mais je laisse toujours l'inspiration. En gros, ce qui va faire fluctuer le tout, c'est, je me donne une règle, c'est d'être, en fait, je pense qu'il y a deux règles. Il faut absolument que je sois honnête dans le travail que je rends pour les lecteurs. Je peux pas mentir sur mon implication, sur la qualité du travail. Je ne dis pas que c'est la meilleure qualité du monde. Par contre, c'est la meilleure que je peux donner à ce moment-là. Et je dois en être fier. Et la deuxième chose, c'est que je ferai jamais mentir mes personnages. Et c'est un peu, j'avais lu certains auteurs en fait utilisent ça comme une science. C'est pas du tout une science, mais j'imagine que mon personnage est réel. Et qu'est-ce qu'il ferait en fait? Moi, je veux lui faire faire une péripétie, mais il peut la vivre que à sa façon en fait. Et c'est lui, en fait, qui va répondre de cette façon, qui va enchaîner d'une autre façon. Et si, en écrivant, en fait, il y a un truc qui me semble plus naturel, eh ben, je vais faire ce que lui, il veut faire, en fait. C'est pas moi qui décide. En tout cas, c'est étrange de dire ça, hein. Je dois rester réel avec le personnage, quoi. J'écris, en fait, j'écris les lignes, mais c'est lui, en fait, qui m'édite d'une certaine façon. Chaque personnage a sa voix et je tromperai pas, en fait, en lui faisant faire quelque chose que le personnage ne ferait pas. Puis ça m'intéresse pas. C'est intéressant parce que tu mets des mots sur un truc que j'ai du mal parfois à expliquer, justement, oui, mais c'est pas parce que t'as cadré et fait un plan que t'as pas le droit d'en dévier. Et souvent, ouais, c'est un peu tes personnages qui viennent te chercher et te dire, ouais, mais non, en fait, c'est pas la direction là. Et parce que, aussi, je pense que quand tu fais cette étape, alors pour toi, tu l'as fait aussi petit à petit, mais même quand tu fais ton plan, si tu le faisais au départ, t'as moins cette vision claire, et puis plus tu écris, plus tu rentres dans la peau du personnage, peut-être aussi. Et du coup, au moment où il se retrouve face à la scène, il dit, mais non, je peux faire ça. Moi, je vais faire ça, tu vois. Alors, mais moi, ce que je fais, c'est que avec les post-it, si tu veux, j'ai toutes mes étapes. Et à côté, je vais avoir en bullet points tous les points clés, en fait. Les points clés, c'est qu'est-ce que je recherche dans pas exactement un chapitre, parce que c'est pas coupé comme un chapitre. On va dire un chapitre de back-end que l'auteur seulement voit. Quel est le but de ce chapitre? Quelles sont les évolutions? C'est vraiment presque un côté philosophique, le côté profond en fait de ce qui doit en sortir. Et il y a des informations clés aussi pour le déroulement. Et donc, en fait, je sais, grosso modo, chaque scène, comment tout va se passer. Par contre, je détaille pas. Après, c'est justement chaque jour où, bon, cette scène, il va se passer ça. Le but, c'est ça.
comment est-ce qu'on y arrive. Mais bon, comme je rêve de ça, quand on y réfléchit beaucoup, on a une idée de ce qu'on aimerait, et on crée sur le tas. Et après, quand on écrit, c'est encore plus sur le tas, on a le temps de changer des choses. Mais globalement, c'est le parcours qui peut changer, mais l'arrivée, la destination, c'est toujours la même, quoi. C'est le voyage qui évolue. Mais ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est intéressant parce que je pense aussi qu'on est tous différents par rapport à cette approche-là, mais la tienne, elle est très très précise et spécifique. J'ai jamais trop rencontré ce genre de préparation. Je suis très admirative. Il y a un autre truc où je suis très admirative, c'est justement ce côté visuel dont tu as parlé. Alors peut-être qu'effectivement notre génération est plus visuelle, j'en douterais pas. Mais tu vois, typiquement, moi je suis pas du tout partie des auteurs visuels. Moi je suis beaucoup plus dans le côté sonore, les mots, les sonorités. Et du coup, quand j'entends des rêves, on peut rêver de scènes de son roman, etc. Je me dis, waouh, incroyable. Alors que moi, justement, c'est plus un travail vraiment de comment visualiser. Enfin, je me suis fait des espèces de hacks, des trucs comme ça, parce que vraiment, j'y arrivais pas, tu vois. Et du coup, ça me fait penser à, ouais, voilà, ça me fait penser un peu au côté sur quoi on peut bloquer, tu vois, quand on se lance dans ce genre de truc, parce qu'en fait, il y a quand même énormément de choses. Alors, je pense qu'effectivement, le fait que tu aies cette préparation hyper particulière et très rassurant, j'imagine, quand t'as commencé, peut-être le premier. Bon, après, c'était pas, enfin, le premier à être publié ou à être écrit était pas fait de la même manière. Mais c'est vrai que je pense que du coup, ça t'a aidé peut-être à te débloquer sur plusieurs points. Est-ce qu'il y a d'autres blocages que t'as eu, vraiment, enfin, des trucs que tu t'attendais pas et d'un coup tu t'es retrouvé bloqué, quoi? Souvent, le début d'un roman, tout simplement, c'est assez bloquant. Et je me souviens, Tu m'aimes moi non plus, qui est une des romances que j'ai écrit, j'étais bloqué sur le début, j'arrivais pas à le commencer. Et je me suis dit, écris juste une scène que t'aimerais bien écrire. Et là, je me suis dit, vas-y, on va percer un tonneau de saké et tout, ça va être un peu de ouf. Et puis en plus, c'est des campagnards, donc il y a un vocabulaire un peu spécial et il y a plein de mecs qui sont dans une sorte d'euphorie parce que c'est tout leur travail, en fait, c'est le moment. Du coup, j'écris ça et je me suis dit, bah, allez, ça reste la première page. Alors que de base, je pensais que ça allait me lancer et que ce serait potentiellement une partie dans le premier chapitre ou alors le deuxième chapitre. Mais non, je me suis dit, tiens, ça fait un petit prologue. C'est cool. Vas-y, on commence comme ça. Et ça m'a tellement lancé, je suis parti direct. Et le deuxième truc, mais j'en ai déjà parlé, c'est les attentes, en fait. Parce que la différence, c'est que quand j'écris mes premiers romans, les trois premiers et les deux premiers donc, que j'ai publiés, ben, j'étais absolument inconnu et personne ne m'attendait. Donc, bah, j'écrivais pour moi. J'écrivais évidemment pour les autres. Mais c'était pour moi, j'avais jamais envisagé de devenir auteur. Moi, dans ma carrière, j'ai commencé, en fait, j'étais architecte. Donc, mais j'écrivais, en fait, pour moi, du coup. Et quand, après, les gens ont commencé à lire et que j'ai vu que je devenais vraiment auteur, que ça me donnait de l'argent, que c'était ce qui me plaisait, et que, en plus, j'avais des retours. Et ça aussi, ça me plaisait beaucoup. Mais avant, j'étais mannequin, quoi. Je veux dire, c'était mon travail. Jamais j'avais imaginé faire auteur. Je me disais, bah, quand est-ce que je redeviendrai architecte, par exemple? C'est plutôt quelque chose comme ça. Et architecte, c'est un travail où tu travailles pour une personne, pour une famille. C'est pas un travail public, quoi. Mannequin, c'est peut-être un travail public, mais il n'y a pas ton nom, quoi. Il y a seulement ton visage, c'est déconnecté de ta personne. Que là, auteur, en fait, c'est connecté à ta personne, c'est très personnel ce que tu produis, c'est plus personnel que ton apparence. Et là, du coup, je publie et il y a des gens, des mois à écrire un bouquin, le soir même, c'était trop bien, franchement, la suite. Et là, je suis quoi? Il y a des messages, des gens qui t'envoient, franchement, ça allait vraiment pas dans ma vie. Juste sur Amazon, ça allait vraiment pas dans ma vie. Et là, franchement, ça m'a redonné du baume au cœur. Je me suis dit qu'il y avait plus, en fait. Comme le personnage pouvait trouver la force, etc., etc. Et des gens qui t'envoient juste le lecteur lambda, comme un email, et qui t'écrit un pavé pour te dire à quel point ça l'a touché. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai un impact visible, peut-être très certainement d'autres métiers aussi ont cet impact sur les autres. Mais là, en fait, j'ai un impact visible. Les autres viennent m'atteindre pour me dire cet impact. Et je me dis, j'ai des impacts forts, quoi, dans des moments importants de leur vie, ils me font remonter, et je me suis dit, waouh, il y a une responsabilité, en fait, dans ce travail, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, du coup, il faut vraiment que j'écrive des trucs valables. Et ça peut me mettre la pression pour écrire une suite. Parce que il y a plus cette c'est pas une naïveté mais cette légèreté du début. Ouais, la légèreté que des débuts où il y a personne qui t'attend, peut-être, ouais.
Est-ce que, justement, transition parfaite, quitter le monde de la fantasy, de la mythologie, du Japon pour partir sur de la romance, c'était une façon de retrouver de la légèreté ou? Alors, honnêtement, je pense que c'est jamais une raison, il y en a toujours un peu plusieurs, mais c'est cette légèreté qui est dommage, mais je l'ai quand même perdu. Peut-être on peut essayer de la retrouver, c'est un challenge, mais ce sera jamais comme. Et on a dit, tiens, on va écrire une romance de Noël qu'on va publier pour Noël. Chacun, en même temps, on s'est motivé. Donc, on se dit, on se donne un mois et on écrit une romance. Et en un mois, on a carburé, on s'est chauffé, on écrivait comme des fous. Et là, il y a cette romance de Noël qui est sortie. Et je me suis dit, tiens, je suis auto-édité. J'ai publié 3 romans, et les 3 romans, c'est de la fantasy. Exactement, c'est urban fantasy, fantastique et fantasy. Je me suis dit, ça serait dommage de rester dans un seul genre. Justement, je suis libre, je suis auto-édité, je peux faire ce que je veux. Allez, vas-y, je fais de la romance. Et puis, quand je vois que c'est que des femmes quasiment qui créent de la romance, je me dis, bah, essayons, ça peut être marrant. Et je dois avouer quelque chose, j'en suis pas très fier, mais au début, alors je ne lis pas vraiment de romance. J'ai lu des classiques de romance, mais j'avais lu aucune romance contemporaine. Ça m'intéressait pas vraiment en fait. Du coup, j'étais un peu, bon, moi en vrai, je veux écrire de la fantasy. La romance, ça peut être fun de le faire une fois, c'est un projet quoi, ça m'intéresse. Mais c'est pas vraiment un truc de prédilection. J'ai envie d'émouvoir les gens, j'ai envie de les faire, ouais, de les inspirer d'une certaine façon, de leur faire comprendre des choses par rapport à ce que j'écris. Et pour moi, c'était avec la fantasy, pour moi, la fantasy, c'est un moyen de parler de notre monde. J'ai un message à chaque roman qui est différent, et j'ai toujours un message que je veux faire passer. C'est le plus important. Après, bien évidemment, écrire une aventure qui soit enthousiasmante et agréable à lire. Et évidemment, c'est un livre, quoi. Mais juste après, il y a ça. Et je me suis dit, bon, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire ça avec la romance légère, Un prince pour Noël. Donc clairement, il y a un prince, il y a Noël et une romance avec un autre comique. Ouais, c'était vraiment, je me suis dit, allez, même un truc qui me ressemble, je vais au moins faire rire, qui sera léger. J'écris jamais pour fun, juste pour faire. Et c'est là en fait où j'ai reçu un commentaire qui a tout changé. C'est une personne qui était vraiment déprimée, dépressive, et qui a été tellement inspirée en fait par un prince pour Noël, quoi. J'étais sérieusement. Et c'est vrai que je l'ai quand même travaillé comme je travaille mes autres livres. Et je me suis dit, bah, en fait, je peux faire passer en fait les mêmes émotions, juste d'une autre façon. Mais c'est exactement la même chose. Et là, ça a tout changé. Pour moi, ça a tout changé. Je me suis dit, waouh. Déjà, je me suis pris une claque d'humilité. Et j'ai pris beaucoup plus j'ai pas seulement respecté la romance, mais sans doute que c'était le genre que, ouais, c'est pas vraiment que je le respectais pas, mais ça m'emploie, bof. Mais là, du coup, tous les genres, je me suis dit, ouais, en fait, tout c'est pareil. Il y a vraiment un pouvoir extraordinaire, en fait, dans les mots, quoi, quel qu'il soit. Ouais, puis je trouve qu'effectivement, c'est juste un déguisement un peu différent, quoi. Mais au final, comme tu dis, j'aime bien ce que tu as dit sur la fantasy où tu parles de notre monde différemment, quoi. Il y a une autrice que j'aime trop qui est Aurélie Wellenstein qui te fait des univers imaginaires, mais en fait, c'est pour te parler d'écologie, de folie et enfin, tu vois, ce genre de trucs. Et du coup, limite, c'est plus impactant parce que du coup, il y a plus les barrières de notre monde, il y a pas on n'est pas en train de se dire, ouais, mais ça, moi, dans notre monde, non, là, tu plonges à fond dedans, t'es dans le personnage, tu te prends tout de frontal, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'en romance aussi, moi, j'aurais eu, j'aime bien cette histoire parce que, en fait, ouais, tu t'y es mis un peu comme ça. Clairement, je trouve que c'est limite un blocage qu'on peut avoir. Moi, j'accompagne une autrice qui avait limite, entre guillemets, peur d'écrire une romance, tu vois. Enfin, ça peut bloquer un peu parce que ça véhicule un peu des clichés, un peu une histoire aussi que tous les genres en littérature ne se valent pas, qui, je pense, est un peu imprimé chez nous, qui avons étudié un peu les classiques à l'école et tout. Et du coup, là, bah, en fait, ouais, juste avec une expérience, je me suis retrouvée à te dire, bah, en fait, ça marche avec la romance, ça marche avec la fantasy et tout ça. C'est super chouette, en vrai. Il y a même quelque chose que j'ajouterais, c'est que la romance a une plus grosse force de frappe, en fait. Il y a beaucoup plus de lecteurs de romance, même plus souvent d'ailleurs de lectrices. Et en fait, si j'ai un message à faire passer, il y a plus de chances qu'il passe avec une romance qu'avec une fantasy. Et ça, quand on veut partager un message, en tant qu'auteur, je pense que c'est souvent le cas, bah, c'est aussi à prendre en compte. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais, j'aurais jamais pensé dans ce sens-là, tu vois, parce que tu dis oui, bon, il y a beaucoup de lecteurs de romances, mais c'est un genre qui me parle moins. Mais en fait, effectivement, si c'est pas le but, si moi le but c'est de passer un message, comme tu dis, ou d'avoir telle intention finalement. Et du coup, t'as dit un truc qui m'a parlé, qui était, il y a pas beaucoup d'hommes qui écrivent de la romance, voire il y a que des femmes qui écrivent de la romance. Je sais plus exactement quel était le mot exact, parce que c'est vraiment ça. Et il se trouve que j'ai parmi mes proches
un homme qui cherche à écrire de la romance. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu demanderais? Et la question, c'était vraiment, c'est quoi? Comment on fait? Quand on a un mec qui doit écrire de la romance, est-ce que c'est possible? Bon, tu nous as montré que oui, mais c'est comment? Bah, en plus, moi, ma spécificité, c'est que dans mes romances, j'alterne, en fait, à chaque fois, d'ailleurs, il me semble, les personnages, les points de vue. Peut-être un peu une spécificité. Donc, je passe de l'homme à la femme. D'ailleurs, souvent de la femme à l'homme. Et mes personnages principaux sont des femmes. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est vraiment compliqué. Mais je pense que ce qui était le plus compliqué, c'est qu'on t'attend en tournant. Voilà. Heureusement, pas tout le monde. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient pas tendres et qui étaient aux aguets, quasiment, je cite, hein, pour détruire les hommes. Puisqu'on m'a dit une fois que j'écrivais un fantasme masculin, que les femmes ne faisaient jamais ça ou autre. En fait, tout le monde a une vision bien précise de l'homme, de la femme, de ce qu'est la romance, de ce que devrait être la romance. Et disons que quand un homme écrit un personnage féminin, c'est vrai que il est tout de suite ciblé. Donc j'ai eu heureusement très peu de réflexion, mais j'ai eu beaucoup de soutien, de beaucoup d'autrices, de beaucoup de lectrices aussi. Il y a une scène dans ma romance que j'hésitais vraiment à écrire. Je voulais mettre un petit peu de piment. Et je me suis dit, tiens, et si je faisais se masturber mon héroïne? Donc je me suis dit, franchement, mec, on va tellement t'allumer parce que là, tu vas sur un sentier très, très dangereux. Je me suis dit, mais juste réfléchis bien. Est-ce que c'est logique dans l'histoire? Est-ce que la personne pourrait le faire? Et je me dis, mais mec, c'est tellement de personnage. Ça match. Et je m'en fous, je le fais parce que ça marche, en fait, c'est vrai. Et il y a une personne, du coup, cette personne qui m'avait dit, mais jamais les femmes ne se masturbent et tout. Et je me suis dit, waouh, c'est pas les mêmes problèmes. Et, en fait, il y a des gens qui sont prudes, il y a des gens, j'écris pas, en fait, un fantasme, j'essaie de faire vivre les personnages et on peut dire ce qu'on veut. Après, tout le monde a une sensibilité différente, les personnages ont des sensibilités différentes. Moi-même, je pense que je peux être assez naïf en amour, on pourrait imaginer peut-être des fois immature et léger et romantique. Et j'essaie d'utiliser en fait des traits de ma personne que je déforme, que je sélectionne pour différents personnages. Et donc certains personnages peuvent ressembler à ça et ils peuvent faire des choses que je ferais, des choses que je ferais pas. Il y a tellement de diversité, ça c'est intéressant. Et du moment que ce soit corrélé avec la façon dont on écrit le personnage globalement, ça match. Et je me suis vraiment dit, mec, tu prends tellement de risques en fait à toucher un peu à la sexualité d'une femme écrite par un homme. Et en fait, c'est vrai que au fil du temps, j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires positifs. Et c'est marrant parce que dans les commentaires, il y en a qui disaient, mais j'ai vu à la fin, c'était un homme qui avait écrit ça, quoi. Donc honnêtement, je suis pas sûr que ça se voit forcément. J'ai aussi eu des commentaires qui m'ont dit, c'est intéressant que ce soit écrit par un homme parce que c'est pas pareil. Et effectivement, je ne peux pas parler de ce dont je n'ai pas pensé, ce que je ne connais pas, c'est vrai, évidemment. Mais il y a plein de thèmes, en fait, qui me passent à l'esprit. Moi, j'ai beaucoup discuté avec des femmes, je les fais beaucoup relire aussi. Et je pense que plus on écrit, plus on apprend, plus on se perfectionne. C'est difficile, en fait. Mais je sais pas pourquoi, mais une forte attirance pour les personnages principaux féminins, en fait. J'aime beaucoup écrire, peut-être parce que petit à petit, alors faut bien comprendre ce que je veux dire, mais je crois que je commence à comprendre que j'ai envie d'écrire sur les personnes qui n'ont pas forcément toujours la parole, sur les personnes qui sont un peu vues de haut, sur les minorités, sur les personnes qui sont comme les personnes qui ont des handicaps, qui sont reléguées, enfin au tout dernier rang dans les représentations littéraires. Enfin, écrire des gens qui ont des handicaps, écrire des minorités. Je me dis en fait, moi je suis métisse. Quand est-ce qu'on a des héros métis? Franchement, quand est-ce que c'est important? Bah, je me dis, mais en même temps, si on se dit qu'il n'y a pas de héros métis et que les auteurs métis n'écrivent pas de héros métis, bah, on peut pas vraiment en vouloir aux autres aussi. Donc je me suis dit, j'ai commencé à écrire des héros métis. Et une autre question qu'on s'est posée aussi avec cette personne-là,
en se disant attends, parce que dans tout ce qu'on écrit, il y a beaucoup de choses positives. D'ailleurs, toi aussi, tu l'as dit que t'exploitais parfois des facettes de toi, etc. dans tes personnages. Et c'est vrai que quand on touche à la romance, moi, je pense que j'aurais ce blocage de me dire oui, mais c'est pas pareil parce que si j'écrivais de la romance, ça se nourrirait de mes expériences sans aucun doute. Vu que expérience romantique, ça j'ai vécu, alors que battre des dragons, pas trop, tu vois, pas encore. Et effectivement, je pense que beaucoup d'auteurs ont ce blocage de se dire si je fais ça, il y a des gens qui vont se reconnaître. Tu sais, le blocage un petit peu de l'entourage qui se reconnaît dans ce que t'écris. Est-ce que c'est un truc que t'as eu, toi? Dans Tu m'aimes moi non plus, on m'a fait une réflexion, un ami m'a dit waouh, je reconnais tellement ta mère. Et c'était la mère de mon personnage. Et je lui dis, t'es sérieux? Je dis, mec, c'est tellement ta mère. Et là, je me suis dit, waouh. C'est marrant. Moi, ça me gêne pas vraiment, parce que il faut me connaître, il faut connaître ma famille, mes proches. Mais ouais, il y a des gens qui se reconnaissent. D'ailleurs, on m'a dit plusieurs fois, je te reconnais dans tel ou tel personnage. Et c'est vrai, ça m'a fait marrer parce que des fois, il y a quelqu'un qui a fait une critique qui avait dit, ouais, mais c'est même pas possible. Liam, il est tellement naïf et tout. Et je dis, c'est tellement quelque chose que j'ai réellement fait. Et les gens ils disent, ce n'est pas possible. Et je me dis, mais quelle est la valeur de leur critique? Parce que quand on se dit que c'est pas possible, mais que tu as choisi un passage qui est réel dans ma vie, c'est possible. Je veux dire, il y a des gens qui sont naïfs comme ça, désolé. Ça paraît fictif, quoi. Mais ça l'est pas, quoi. Et personne n'est assez stupide pour faire ça. Alors, C'est vraiment ça. Et j'ai beaucoup d'amis, typiquement avec Tu m'aimes moi non plus, parce que Tu m'aimes moi non plus, en fait, j'ai voulu écrire le Japon contemporain réaliste. Et j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, mais Axel, toi aussi t'as fait ça, mais moi aussi j'y suis allé, j'ai pensé exactement comme toi. C'est même pas comme ton personnage, c'est comme toi, quoi. J'étais, bah voilà. Mais toi aussi ça t'est arrivé, toi aussi t'as mangé le truc là-bas et tout. J'étais, waouh. Ou alors des gens qui disent, mais je m'en souviens, on est allé là-bas et tout. Et je me dis, ouais, déjà, c'est cool que mes amis lisent mes romans. Mais en plus, ils captent parce que c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Et, j'ai plein d'amis qui ont reconnu des choses. Je m'amuse d'ailleurs à utiliser le nom de mes amis comme un personnage. Ça me fait trop rire. moi, je m'inspire, mais je les détourne quand même un petit peu. Ils sont au Japon, une fois qu'ils apprennent le français. Ça passe. C'est quand même hyper intéressant parce que ce qu'il y a derrière ça, c'est aussi, je trouve qu'effectivement, moi, je suis un peu comme toi, j'ai un énorme besoin que ce que j'écrive soit réaliste. Bon, j'écris de l'imaginaire et du space opéra, mais bref. Mais du coup, souvent, ça se nourrit de lieux qui existent vraiment. Mais notamment, dans la science-fiction, où là, pour le coup, ça se passe sur Terre et tout ça. Mais je pourrais pas écrire un lieu où je suis jamais allée, tu vois. Et justement, mettre des expériences de vie que t'as eues à tel endroit et tout, mais je trouve que ça apporte tellement, tu vois. Alors bon, tout le monde ne peut pas forcément aller, s'ils veulent écrire un livre qui se passe en Russie, bon, faut quand même y aller, quoi. Compliqué. Mais c'est vrai que, ça apporte tellement, et nous, ça nous fait trop du bien en tant qu'auteur de sentir que ce qu'on a construit un truc qui tient debout, quoi. C'est ça. Alors pour les personnages, comme j'avais déjà dit, j'utilise des parties de moi parce que personnages ou paysages, lieux, etc. On n'écrit que ce qu'on connaît. En fait. C'est un peu, c'est littéralement que ce qu'on connaît. On peut pas écrire ce qu'on ne connaît pas du tout. Voilà, on n'y pensera même pas. Mais ce qu'on connaît, on va faire des assimilations, on va faire du modelage et on va assimiler plusieurs idées ensemble pour créer quelque chose de relativement nouveau. Oui, mais comment écrire un personnage principal sans, enfin, c'est celui que tu dois connaître le plus, c'est celui qui doit être le plus développé. Bah, honnêtement, à part quelqu'un que tu connais tellement bien, bah, sinon c'est toi. Donc j'utilise à chaque fois, en fait, des parties de moi. En fait, c'est comme des angles. Il y a un prisme différent à chaque fois. Et comme je disais, je vais lui prendre certaines de mes qualités, certains de mes défauts, je vais rajouter d'autres qualités, d'autres défauts, d'autres aspirations, et ça twiste assez. Par contre, je sais exactement comment je réagirai dans cette situation, comment cette personne va réagir dans cette situation. Et puis, je définis la philosophie du personnage. Je dis n'importe quoi, mais enfin, c'est pas vraiment n'importe quoi d'ailleurs. Je lui donne des philosophies. S'il est déontologue, s'il est utilitariste, enfin, si c'est plutôt, il a une philosophie machiavélienne, par exemple. Et pour les lieux, en fait, quand j'écris sur le Tokyo réaliste, enfin, c'est super simple, j'ai habité à Tokyo, mais quand j'ai écrit sur l'Aigle et le Koto, qui est un Japon féodal imaginaire, et ben là, je me suis dit, ce qui est important en fait pour donner vie à un lieu, c'est l'essence. Et donc, ça n'existe pas, mais je me souviens de l'odeur du tatami quand ça a été chauffé au soleil, ce que ça m'a apporté.
Et quand on rentre, donc du coup, on rentre dans une odeur, on rentre dans une qualité de lumière. Les sons qu'on entend tout autour de nous, je connais les sons en fait du Japon dans plein d'atmosphères différentes, lesquels j'ai envie de mettre à cet endroit. Et puis, en étant architecte, j'ai une belle représentation dans l'espace et j'arrive vraiment à créer des descriptions. Par exemple, les descriptions, c'est pas du tout un problème pour moi. Et moi, j'adore les descriptions de Tolkien. C'est dire. Donc, honnêtement, je mets la vue, je mets le toucher, quelles sont les textures en fait quand on passe sa main, le bruissement de certaines choses. Ça, c'est que des choses que je connais et que j'ai sélectionnées dans une sorte de médiathèque mémorielle et je vais les utiliser pour donner vie en fait à des choses qui n'existent pas, mais on écrit ce qu'on connaît quoi. C'est hyper intéressant d'entendre ça parce que j'ai l'impression que ouais, t'as ce côté visuel, mais en fait aussi ouais toute cette immersion, bah, notamment du fait que tu t'écris sur vraiment quelque chose que non seulement tu as vécu, mais qui te passionne et ça se sent quand t'en parles quoi. Et c'est vrai que ça aide aussi, clairement. C'est un moteur aussi pour bah non seulement parler de ça, mais aussi peut-être les remarquer aussi ces détails-là. Tu vois, est-ce qu'on aurait la même description ici, là, dans notre cadre quotidien, tu vois, je trouve que la passion, peut-être, ça t'aide aussi à être plus observateur et à arriver à restituer tout ça, quoi. Après, je pense aussi, on travaille à force d'écrire, on se perfectionne, comme je disais. Je trouve que j'écris de mieux en mieux, et heureusement. Mais j'ai noté que impliquer les sens, tous les sens dans l'écriture, et pas seulement la vue, comme trop souvent, ou voir le toucher, mais on oublie trop souvent l'odorat, on oublie trop souvent l'ouïe, par exemple. Je trouve que dans la littérature, c'est pas assez mis en avant, et c'est quelque chose que j'utilise souvent. Par exemple, il y a très souvent la cuisine dans mes romans. Je fais vraiment saliver. Franchement, j'adore cuisiner. Je fais cuisiner souvent des plats. Ah, intéressant. Et en fait, ouais, je trouve ça intéressant parce que justement, bah moi qui suis pas visuel, tous les autres sens m'impactent beaucoup plus que le visuel. Donc pareil, je me souviens de romans, je me souviens de scènes où ouais, c'était les odeurs, les sons, etc. C'est trop drôle parce que un des compliments qu'on m'a fait, c'est donc en écrivant du space opéra, c'est ah j'adore quand tu parles de nourriture. Mais et c'est vrai que du coup, je te rejoins sur ça. Et en fait, peut-être aussi que justement, comme le visuel, c'est un peu le standard, et tout le monde va écrire beaucoup de visuels, peut-être dès que tu commences à mettre un autre sens et tout, c'est très impactant, je pense aussi. Ça aide vraiment à l'immersion, quoi. On pourrait parler encore très, 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 très longtemps, mais l'heure tourne et je voulais te demander, du coup, pour terminer, si tu aurais un conseil pour un auteur qui hésite à se lancer. Souvent, en fait, quand on veut se lancer, on attend toujours le meilleur moment. Et je le répète, hein, mais il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, ce sera toujours celui où, enfin, il n'y a pas de moment parfait, exact. Mais parce que le meilleur moment, ce sera toujours celui où tu commences, tu te lances. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, j'arrivais pas, j'ai écrit quand même, là, j'ai publié 7 romans, j'en ai écrit 9, et j'arrivais pas à écrire le début d'un nouveau roman. Ben, je me suis lancé, j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit, je sais pas combien de mots je vais écrire. Faut juste que j'en écrive un et un autre. Et après, ça vient tout seul. Et on sait même pas pourquoi on était bloqué. C'est tellement simple. Et des fois, c'est pas si simple. Mais en fait, on a commencé. Et le but, c'est de commencer. Le deuxième conseil, une fois qu'on a réussi à commencer, il n'est pas très compliqué non plus. C'est d'être constant. C'est de se donner un objectif. En fait, je dirais que chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, il faut avoir une vision. Et la vision, c'est avoir un objectif clair et savoir ce qu'on est prêt à faire pour l'atteindre, pourquoi on veut y arriver. Donc, quand on sait qu'on veut écrire un livre, ce livre, et que, je sais pas, on se dit, allez, je vais écrire ce livre en tant de temps, je me donne tant de temps, je vais dire que je vais écrire tous les jours, et c'est ça en fait, être, c'est globalement être constant, écrire tous les jours ou toutes les semaines. On se donne en fait un rythme et on s'y tient. Et on se donne un rythme de mots, ou alors on se donne un temps. Et le but, c'est de s'y tenir. Parce que même si on écrit 10 lignes tous les jours, ben, c'est pas long. Et sauf que le truc, c'est que au bout de 100 jours, ça fait un paquet de lignes. Et honnêtement, quand est-ce qu'on avait écrit autant de lignes avant? Jamais. Petit à petit, ça avance. Et au bout d'un moment, on arrive à la fin. Et t'as pas besoin d'écrire tous les jours, t'as pas besoin d'écrire toutes les semaines, même si, bon, après, ça commence à être un peu trop espacé. Mais
Tu peux écrire 10 mots, tu peux écrire 10 minutes, juste trouver le rythme qui nous correspond, la fréquence qui nous correspond par rapport à nos objectifs, par rapport à tout ce qu'on a à faire dans la vie autre que l'écriture. Il y a beaucoup de compromis à faire. Mais une fois qu'on a réussi à trouver le juste milieu, c'est s'y tenir. On se donne, ma technique, c'est de me faire une promesse à moi-même. Je me dis, si je suis pas capable de tenir une promesse à moi-même, ben, sur quoi est-ce que je me base? Qu'est-ce que je peux tenir? Donc, quand je me fais une promesse à moi-même, j'ai jamais trahi, en fait, une promesse à moi-même. Donc, c'est mon poids d'honneur. Si j'en fais une, je suis obligé de le faire. On peut commencer par des petites promesses. Aujourd'hui, je me promets que j'écris 10 lignes avant de dormir. Et c'est tout. Et comme je ne peux pas trahir une promesse envers moi-même, ça serait trop triste. J'ai créé ces 10 lignes avant de dormir. C'est que 10 lignes, mec. Écris 10 lignes, et c'est bien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast. Et si tu souhaites me poser une question sur l'écriture, me donner ton avis sur l'épisode ou juste écrire avec la communauté J'écris un roman, rejoins-nous sur j'écrisunroman.eu/hello. À la semaine prochaine!